Vous allez écouter Social Calling. Mais juste avant, je voulais remercier Arkea qui sponsorise ce programme. C'est une banque pas comme les autres, qui mise sur les entrepreneurs précurseurs dans le domaine social et environnemental. Une banque connectée, qui soutient l'innovation et qui n'a pas peur d'être à l'avant-garde en répondant aux aspirations de la génération Social Calling. En bref, vous l'avez compris, Arkea soutient les millennials qui veulent entreprendre et s'engager pour construire leur avenir et le monde de demain. Alors ne l'oubliez pas, si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à l'audace d'Arkea. Je suis en Irak, ce que je vois tous les jours, c'est super difficile. Je suis dans un paysage de guerre. Social Calling, Lucie, épisode 7. Et paradoxalement, je me sens super bien. C'est Gaëlle, mon amie d'enfance, qui a insisté pour me présenter Lucie. Tu vas voir, elle est fantastique, elle a eu un social calling, m'a assuré Gaëlle. Je ne sais pas vous, mais je suis toujours sceptique quand on me survend quelqu'un. Mais j'ai fini par céder. Et on s'est retrouvés toutes les trois, un jeudi soir, dans un resto italien. Je ne vais pas vous mentir, Lucie c'est la caricature de la jolie blonde parisienne qui fait la pluie et le beau temps dans l'univers branché des RP. Mais je dois reconnaître que son histoire m'a fait frissonner. Entre la focaccia et la burrata, je n'arrêtais pas de me demander comment cette fashionista qui s'anesthésiait tous les week-ends à coups d'alcool et d'électro est-elle devenue directrice de la communication d'Action contre la faim. J'ai senti le sens en fait, presque de ma vie sur Terre, c'est-à-dire qu'on parle de quelque chose d'assez profond. Vous allez entendre un cri d'alarme, celui lancé par le corps de Lucie, un cri perçant qui l'a menée au bord du précipice. Tu nous dis quand c'est bon ? C'est bon. Ok. Alors c'est un jour de septembre 2013 et je vais au boulot comme tous les matins. Je monte les escaliers, en fait, du super petit bureau qu'on a, Cité Paradis, donc vraiment endroit super sympa. Des beaux bureaux avec plein de Mac énormes partout, typique d'une agence de com parisienne. Et en fait, là, j'arrive devant la porte et je suis incapable de l'ouvrir. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme si tout mon corps, en fait, refusait d'ouvrir la porte et de rentrer. Et donc là, je décide de partir. Et je vais chez ma sœur et je dors pendant toute la journée, je pense. Et ensuite, je me pose de grosses questions. Et mon corps, en fait, a décidé pour moi que je ne pouvais plus y retourner. Et du coup, cette belle agence parisienne, en fait, c'était mon agence. C'était mon agence de com que j'avais fondée avec 2 associés 5 ans auparavant. Donc, c'était le fruit de 5 ans d'efforts, de travail, de week-end, de réflexion, d'énergie pour construire tout ça. Malgré tout, il y a eu un gros moment de vide. J'avais une vie à 200 à l'heure, clairement, que je remplissais avec plein de choses, en fait, de rendez-vous, mais pas que de rendez-vous professionnels, évidemment. Le soir, j'arrêtais pas. Tous les week-ends, en fait, je me rends compte que finalement, je m'anesthésie complètement avec de l'alcool, avec de l'électro, que finalement, en semaine, je passe tous mes jours à essayer de retrouver, tant bien que mal, un peu d'énergie. Et finalement, j'attendais les week-ends. Et une fatigue chronique qui s'installe. Le syndrome d'être tout le temps fatigué. Mal de dos. J'avais 2 pointes, en fait, dans les omoplates qui ne partaient jamais. Donc, je suis allée voir les ostéos, les kinés, etc. Et donc, ça me soulageait, mais temporairement. À chaque fois, ça revenait. Des comportements compulsifs, de sucrer, le sucre, bien sûr, le sucre comme carburant, tout le temps, tous les jours. Ce qui est quand même incroyable, c'est que j'avais une super belle vie. Je gagnais très bien ma vie, j'avais un 40 mètres carrés boulevard des Batignolles, je me déplaçais presque qu'en taxi. Et donc, c'est 15 ans d'images de bonheur qu'on t'a mis dans la tête. Et là, tu t'aperçois qu'à 30 ans, t'as tout ça, mais qu'en fait, t'es pas heureuse pour autant. Et t'essayes tellement d'être heureux, sauf que le corps sait tout. Et le corps envoie ses signaux. Mais comme je veux pas les écouter. Et là, en fait, je me retrouve devant cette porte et le corps s'éteint complètement. Le corps s'éteint complètement. Et là, je n'ai pas d'autre choix que de réagir et de l'écouter. Puisque le corps sait tout. Le corps, c'est tout. Et donc là, je décide en fait de partir et j'ai l'impression en fait à ce moment-là d'être au bord d'un énorme précipice et que je dois sauter à l'intérieur de moi-même.
Et donc, je décide de partir en Amérique du Sud pour découvrir ce qu'est ce précipice et ce qu'est moi-même, en l'occurrence. Et donc, je pars voyager. Le but, c'était vraiment de partir voyager sans aucun plan pour me trouver. Et donc, partir à la découverte du monde, mais aussi de moi, de moi-même. Et donc, j'ai poussé des limites sur tous les plans. Le corps, l'esprit. Et il m'est arrivé des choses extraordinaires. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Il y a un épisode qui m'a particulièrement marquée. En fait, j'étais dans la forêt amazonienne. Donc vraiment en pleine forêt, en pleine jungle, comme on l'imagine, en fait, avec des arbres immenses, avec le soleil qui n'arrive même pas à percer tellement il y a d'arbres autour. Et on allait dormir vraiment dans la jungle, dans des hamacs. On arrive au petit camp, en fait, dans lequel on allait installer nos hamacs. Et donc, j'enlève mes chaussures et je vais pour essayer de me tremper un peu les pieds dans une espèce de rivière qui avait un peu en contrebas. Et donc, j'étais en tongs et je suis tombée nez à nez avec un énorme serpent près d'un arbre. Donc j'ai hurlé, j'ai reculé en fait, et là notre guide est arrivé en courant. Et on ne trouvait plus le serpent. Il m'a demandé si j'avais rêvé, si je pouvais le décrire, etc. Donc on a cherché le fameux serpent, il l'a retrouvé, et en fait il s'avère que c'était un bushmaster qui est un des serpents les plus dangereux d'Amérique du Sud, et que j'étais vraiment à 10 centimètres de marcher dessus en tongs. Et clairement, vu l'endroit où on se trouvait à ce moment-là, j'aurais à minima perdu une jambe. Donc quand j'y pense, en fait, sur le coup, j'ai pas réalisé. Et donc quand j'y pense, voilà, c'est des expériences en fait complètement hallucinantes où vraiment on va au bout en fait de ses propres peurs, parce que j'ai une peur bleue des serpents. Donc je me suis vraiment confrontée à mes peurs. Et puis après, je me suis testée physiquement avec des treks jusqu'à 5000, 6000 mètres d'altitude. Je me suis aussi testée dans les expériences de l'esprit et des expériences spirituelles dans la vallée des Incas au Pérou. Et j'en ai ressorti énormément de choses, en fait. Ça m'a, en fait, donné la conscience de ce que j'étais, la conscience de ce que je voulais et ce que je voulais apporter au monde. Et là, j'ai compris un grand truc, c'est que là-bas, j'étais bien. Et quand on écoute son corps, en fait, quand on est près de soi-même, en fait, à l'intérieur de soi, quand finalement on a le courage de sauter dans notre propre précipice pour se trouver, et quand on arrête d'essayer de trouver des réponses à l'extérieur, comme par exemple les mal de dos ou ce genre de choses, en pensant que c'est à cause de la chaise de bureau ou d'autres choses, et qu'on comprend que c'est finalement à l'intérieur, je pense que on fait un énorme pas. En tout cas, moi, ça a changé ma vie. Mais qu'est-ce que t'as fait quand t'es rentrée ? Ouais, alors quand je suis rentrée, j'étais pas bien. J'étais pas bien pour plusieurs raisons, parce que déjà après un tour du monde, on est un peu paumé. Et puis c'était juste après les attentats de Paris, donc c'était un énorme choc. Et en plus de ça, j'avais vécu un épisode complètement catastrophique dans ma vie amoureuse. Donc j'étais vraiment sur tous les plans, ça n'allait pas, quoi. J'étais complètement perdue. Et d'ailleurs, une des conséquences de ça, c'est que j'ai pris 10 kilos, puisque pour calmer les angoisses, ce qui est quelque chose de fréquemment partagé par les gens, notamment par les femmes, énorme compulsion alimentaire, et notamment avec le sucré. Donc j'ai pris 10 kilos en l'espace de quelques mois, ce qui était évidemment un symptôme de mon mal-être. Et puis ce qui a changé en fait à un moment donné, c'est que j'ai décidé de réagir et j'ai écouté mon cœur. Et c'est là où mon cœur m'a menée à Calais, dans le camp de réfugiés de Calais. C'était en pleine crise des réfugiés, pour voir en fait justement de mes propres yeux ce qui se passait là-bas. Et je voyais les images à la télé et je pouvais pas rester insensible. Et donc j'ai juste pris mon sac à dos, mon meilleur pote d'Amérique du Sud, que j'ai repris sous le bras, et je me suis pointée avec 0 plan. Et je devais rester 1 semaine et j'y suis restée 4 mois. Et là, c'est un gros choc, à un point, justement, quand on parlait du corps qui réagit, c'est que directement j'ai fait un espèce
d'énormes œdèmes à l'œil, tellement ce que je voyais était dur et insupportable. J'ai fini aux urgences ophtalmiques, c'était un moment sympa, et c'était très très douloureux. Et là, j'ai découvert en fait, l'espèce de masse informe en fait, sans visage, complètement déshumanisée qu'on nous montrait à la télé. Là, j'ai vu les gens. Et donc là, les yeux dans les yeux, je me rappellerai toujours la première fois que j'ai donné, c'était un petit déj aux réfugiés qui étaient là. Et donc, aller voir un par un passer devant moi et aller regarder les yeux dans les yeux. Et là, je me suis dit, d'accord. Donc en fait, voilà. Donc ce sont eux, les migrants, les réfugiés, etc., etc. Et après, quand on va plus loin et quand on commence à leur parler et quand on comprend que ces gens-là, avant, ils avaient une vie, une famille, et qu'ils sont avocats, profs, étudiants, ingénieurs, ou aussi pas forcément éduqués, puisque c'est comme si on prenait un échantillon d'une population, en fait, et qu'il y avait, par exemple, 5000 personnes. Et donc là, on se rend compte vraiment, en fait, qu'il y a de tout. Donc, il y a des gens qui parlent anglais, il y a des gens qui parlent pas anglais. Et là, en fait... je deviens proche de certaines personnes, de certains réfugiés que je vois tous les jours, qui me racontent leurs histoires, leurs espoirs, ce qu'ils fuient. Et là, c'est extrêmement touchant parce que je me prends une claque aller-retour en fait, en me disant, mais en fait, la seule chance que j'ai eue, moi, c'est de naître en France. C'est tout. Parce que demain, en fait, ça pourrait être moi ou ça pourrait être ma famille, dans cette tente dégueulasse, dans la boue là-bas. Et donc ça a changé ma vie, ça de le voir de mes propres yeux, une fois que j'avais retrouvé mon œil gauche, ça a clairement changé ma vie. Et là, je me suis dit, je ne pourrai plus jamais retourner dans un milieu d'agence de com parisienne vide, enfin très rempli, mais vide de sens. Cela, je me suis sentie j'ai senti le sens en fait, presque de ma vie sur Terre, c'est-à-dire qu'on parle de quelque chose d'assez profond. Et j'ai voulu continuer à m'engager. Donc j'ai fait une formation pour vraiment comprendre le secteur humanitaire et continuer en tant que professionnelle dans ce secteur-là. Et c'est comme ça que je suis partie en Irak pour ma première mission avec Action contre la faim, au Kurdistan irakien, à Dohuk, à 80 km au nord de Mossoul. En 2017, donc Mossoul est encore complètement aux mains de Daesh. On est en pleine bataille entre la communauté internationale et Daesh. C'est un contexte très difficile de travailler dans un contexte de guerre. Donc là, j'ai été à 5 km de Mossoul et à avoir vraiment la guerre à 5 km de moi en face. Voilà, ce que je vois tous les jours, c'est super difficile. Je suis dans un paysage de guerre. J'entends des histoires vraiment très, très difficiles de la part des réfugiés syriens, yézidis qui sont partis et qui sont fait persécuter. Et paradoxalement, je me sens super bien. C'est-à-dire que je me sens alignée. Je me sens alignée avec moi, je me sens détendue. Je sens que voilà, mon corps m'envoie plein de signaux positifs et j'ai une super énergie parce que pour la première fois, je me sens là où je dois être. Je suis là où je dois être. Qu'est-ce que tu as appris sur ce long chemin ? Alors j'ai appris je pense qu'on cherche beaucoup de réponses à l'extérieur quand on va pas spécialement bien, avant de se poser des questions en fait et de chercher des réponses à l'intérieur de soi. Je pense que on est dans une société où on est extrêmement dans le mental et on donne très peu de place aux émotions, on donne très peu de place au langage du corps. On nous apprend pas, en fait, même dès l'école, on devrait apprendre ça aux enfants, à sentir en fait notre corps tout simplement et à ce qu'il nous dit. Et moi, ce que j'ai vraiment appris depuis que je me suis retrouvée le nez devant cette porte, c'est que le corps est notre boussole intérieure et que si on l'écoute, il nous mène sur des chemins absolument fabuleux, puisque jamais j'aurais imaginé me retrouver ni en Amérique du Sud, dans la vallée des Incas, toute seule, dans des familles, ni dans la jungle de Calais, ni en Irak, et même encore maintenant à Paris avec ce que je fais à l'heure actuelle. Jamais j'aurais imaginé faire tout ça. Et
À un moment donné, donc de lâcher, aussi d'apprendre en fait. Moi, la grosse leçon que j'ai apprise en Amérique du Sud, c'est aussi d'apprendre à être toute seule et d'apprécier sa propre compagnie et de pas chercher en fait à être constamment, à essayer de remplir ses journées constamment avec les uns, les autres, pour surtout ne pas penser. Je pense qu'on est nombreux à faire ça, c'est-à-dire surtout ne pas penser et ne pas oser sauter dans notre propre précipice. Et comment ça va aujourd'hui ? Ça va super bien. Ça va super bien, je fais un boulot que j'adore. Justement, c'est le mix parfait entre ce que j'adore faire comme boulot, donc qui est la com, la communication, donc qui est ni plus ni moins raconter en fait des histoires aux gens. Sauf que les histoires que je raconte maintenant, c'est des histoires réelles et c'est des histoires authentiques et c'est des histoires qui méritent d'être vues et que l'impact de ces histoires peut faire une vraie différence sur la vie de ces gens. Donc quand je me lève le matin, je sais pourquoi et je me sens super bien et je continue à essayer de faire un maximum pour être au plus proche de mon corps. Là, en juin, j'ai fait 2 semaines de jeûne, par exemple. C'est que le début du chemin, au final. Je pense qu'on n'est jamais arrivé. Merci d'avoir suivi ce 7e épisode de Social Calling. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Jonathan, un boulimique de l'engagement qui répare les vivants. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les